Le communisme, c'est le pouvoir des soviets. Je veux dire, là, il va y avoir quelques évanouissements à l'antenne, j'en suis désolé, mais... Et les soviets, qu'est-ce que c'est? C'était des assemblées. Tant que vous ne parlez pas d'islamisme, ça va, oui, ça ira. Bon, les soviets, dans l'URSS, n'ont existé qu'un an à peine. Bon, ils ont été trucidés dans les conditions qu'on sait. Mais le principe était là. Et oui, c'est ça l'autogestion. Ça marchait bien l'idée d'autogestion dans les années 60 jusqu'au début des années 70. C'était un courant. Oui, c'était un courant assez fort, qui était très convaincant. Oui. Moi, je voudrais faire un petit peu de publicité pour un film que j'avais trouvé vraiment magnifique. C'était le film de Christian Rouault, qui s'appelle Libre l'imagination au pouvoir, qui était quand même qui est le cas canonique de l'expérience autogestionnaire. Alors, évidemment, il faudrait demander à des vrais spécialistes. Il y en a de l'autogestion. Je pense à des gens comme Thomas Coutreau, qui a travaillé sur les expériences autogestionnaires. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que poser le principe autogestionnaire ou récommunal, c'est une chose, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que ce principe doit être accompagné de ses conditions de possibilité internes et externes. Je veux dire, il ne suffit pas de dire à une entreprise, allez, pof, on mute instantanément sous la forme autogestionnaire pour être viable immédiatement, parce qu'une coopérative autogestionnaire plongée dans un environnement extraordinairement agressif, de concurrence, avec des relations hostiles de la part de l'univers bancaire, par exemple, serait confronté à d'immenses difficultés. Donc c'est ça que j'appelle les conditions externes de possibilité, c'est-à-dire la généralisation du principe précommunal ou autogestionnaire, ça supposerait également des transformations structurelles qui sont en fait toujours les mêmes. Bon, l'abolition de la contrainte actionnariale, ça c'est trivialement impliqué par le fait même du passage à l'autogestion, puisque là on se débarrasse du capital actionnarial, ça c'est entendu. Mais encore faut-il que la concurrence ne soit pas trop agressive, parce qu'une autogestion c'est comme n'importe quelle communauté, si ça n'a à mettre en partage que de la pénurie et de la difficulté, au bout d'un moment ça finit par exploser. Ça part dans le décor. Or, la concurrence, c'est un truc extraordinairement agressif. Ça met toutes les organisations, quel que soit leur principe directeur, ça les met sous des contraintes et sous des pressions épouvantables. Et donc, chacune d'entre elles... Donc, il faut limiter cette concurrence, bien encadrer... sûr, il faut limiter cette concurrence. Chaque organisation a ses points de rupture, ça c'est clair. Si la pression des ambiants est trop forte, elle finira par craquer. Donc, il faut aménager l'environnement également. Et puis, également, on comprend très aisément que une coopérative autogestionnaire qui se rend à la banque, à la BNP, elle va être regardée de travers par son banquier. Donc là aussi, il faut réaménager le système bancaire en conséquence. Bon, alors moi, j'avais fait des propositions là-dessus à l'époque de la crise financière. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que la première application du principe autogestionnaire qui m'était venue à l'idée était précisément en matière bancaire. C'est-à-dire, je m'étais posé la question d'abord de la nationalisation d'urgence du système bancaire pour faire face vraiment au péril imminent de la crise financière, tel qu'on l'avait au-dessus de la tête à l'automne 2008. Et je continue de considérer qu'à cette époque-là, la nationalisation intégrale du secteur du crédit était la solution à la fois pour sauver la finance, se la réapproprier et en même temps dénouer toute une série de problèmes de coordination qui ont résulté dans la contraction du crédit, la récession, etc. Et ma réticence était venue juste après en me disant que un pôle purement étatique du crédit est une affaire dont il faut se méfier tout de même. C'est entendu, l'État est l'incarnation de la souveraineté politique, mais comme on sait, les mécanismes de la représentation ont pour effet de couper pour l'essentiel la conduite de l'État par les gouvernants de tout contrôle démocratique véritable. Ce qui fait qu'à la fin des fins, la chose qu'on appelle par inadvertance ou par charité la démocratie n'est rien d'autre qu'une espèce d'oligarchie, c'est-à-dire où le pouvoir de décision est confisqué par le petit nombre. Bon. Alors, le petit nombre des gouvernants ayant la main sur la totalité des leviers du crédit, ça peut faire vilain, ça aussi. Je veux dire, l'État, ou plus exactement les gouvernants, ne sont pas uniquement animés des meilleures intentions. Je veux dire, d'abord parce que leur souci, c'est la prochaine réélection. Donc, ils veulent avoir la paix d'ici là. Et la main sur le robinet de la création monétaire et du crédit, il n'y a pas mieux quand même pour régler des problèmes sociaux qu'on n'arrive pas à arbitrer politiquement, notamment en situation de finances publiques contraintes. Bon, je veux dire, le pôle étatique unifié du crédit, ça peut résulter en inefficacité, puis aussi en inflation. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je pensais que ce pôle étatique unifié du crédit était une réponse d'urgence, mais qu'il devait muter au plus vite en une autre forme d'organisation des structures bancaires, qui est ce que j'ai appelé un système socialisé du crédit.
Alors, système Mais socialisé du là c'est crédit. pareil, tu es en train d'inventer la mutuelle, tu es en train Exactement. d'inventer... Mais je suis en train Non, pas de on est- l'inventer, on de est- la on est- réinventer. On est en 1880, là, Mais avec oui, l'ordre. non mais absolument. Et alors moi, j'ai pas peur du retour vers le futur, hein, vraiment, parce qu'il y a les choses qu'on nous a vendues sous le nom de progrès sont de telles régressions que très honnêtement, j'ai l'impression que parfois revenir à des principes anciens, c'est prendre à nouveau la direction du vrai Parce qu'au fur et à progrès. mesure que se développait la révolution industrielle, Mais- tous nos ancêtres étaient en train de réfléchir, comme tu absolument. le fais là, en train de se Et demander, d'imaginer des répliques et d'autres façons de vivre, Mais tout oui. simplement par rapport à cette nouveauté Mais- qu'était cette révolution. Mais absolument, eux prenaient acte du degré de socialisation qu'entraînait, le développement des forces productives, l'approfondissement de la division du travail, et ils en tiraient des conclusions logiques. Et donc oui, c'est eux qui travaillaient à inventer les principes de l'activité coopérative, de la mutualité, etc., etc. Alors, c'est pas que je découvre le principe de la mutualité, c'est que je le redécouvre parce qu'il a été dévoyé dans des proportions telles qu'il n'est pas beau à voir. Je veux dire, il faut voir où en sont les banques mutualistes. C'est qui ? Banque populaire, caisse d'épargne, crédit agricole. Ces gens-là sont mouillés jusqu'aux sourcils dans la crise financière. Ils ont fait les pires conneries de la Terre. Et ils les ont faites parce qu'ils étaient tellement pressés de devenir eux aussi des grands de la mondialisation, qui piaffaient d'impatience. C'était la force motrice du Crédit Agricole pour abandonner une partie de son statut de banque mutuelle dans les et devenir mots une mêmes, société anonyme, cotée en bourse. Ouais. Mais dans les mots mêmes, populaire, agricole, Oui, mutuel, oui. mutualiste, etc., Ouais. on voit d'où viennent ces mots. Non, mais bien sûr, mais bien sûr, à ceci C'est- près c'est que là, bon. pour le coup, c'est un héritage historique qui a été vendangé, Ah qui a ouais. été trahi. Ouais. Très honnêtement, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Donc, c'est ça qu'il s'agit de réinventer. Parce que c'est pas sur ces gens-là qu'il faut compter, hein. Et là aussi, on voit encore l'effet de la capture oligarchique. Parce qu'à la tête de ces banques, vous avez ces élites indifféremment économiques et politiques, hein. Regardez le cas de François Pérolle, c'était l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, hein. Ancien directeur de cabinet de Sarkozy, donc passé entre-temps chez Rothschild, devenu président de la Caisse d'épargne Banque Populaire, etc. Et ces gens-là se conçoivent comme la race des seigneurs. Ils veulent jouer dans la cour des grands. L'une des forces ultra puissantes à